Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien malgré le reconfinement. Aujourd'hui, on va parler des villes durables. Hein? Mais c'est un sujet hyper large. C'est vrai, il y a de quoi faire. Dernièrement, je me suis vraiment plongée dans ce sujet en faisant beaucoup de recherches jusqu'à maintenant. J'ai présenté quelques innovations dans le domaine du bâtiment. Aujourd'hui, j'ai envie de partager une vision plus globale dans un nouveau format de vidéo. Ok, mais moi, je vais donner mon avis et j'espère que les autres aussi. C'est un sujet qui m'intrigue depuis un moment et surtout énormément d'innovations ont surgi autour de la ville durable. Il y a les innovations dans la production d'énergie renouvelable, les innovations pour rendre le transport plus écologique, les nouveaux procédés et technologies sur le recyclage des déchets, les technologies sur le smart building et la ville intelligente, sans oublier l'agriculture urbaine et le développement de l'agriculture de proximité et biologique comme par exemple les AMAP. Commençons déjà par faire un point sur l'évolution de la population de nos villes d'ici à 2050. Aujourd'hui, un peu plus de la moitié de la population habite dans les villes, soit 4,3 milliards de citadins. En 2050, on estime que 70% de la population mondiale vivra dans les zones urbaines, soit une augmentation de 20%. À cet exode rural, il faut aussi prendre en compte l'augmentation de la population mondiale d'ici là. L'un dans l'autre, les études menées estiment que le nombre de citadins augmentera de 2,5 milliards d'individus en 2050. De plus, les villes produisent de tiers des gaz à effet de serre que nous rejetons dans l'atmosphère. Les pays doivent donc se préparer à cette augmentation de la population urbaine. C'est déjà le cas dans plusieurs pays, surtout dans les pays occidentaux. Plusieurs classements de ces villes durables existent, chacun ayant des critères de sélection différents, mais on entend toujours parler des mêmes villes. Copenhague, San Francisco, Curitiba, Reykjavik, Stockholm, Helsinki, Oslo, Londres, New York, Berlin, Paris, Vienne, Amsterdam, Tokyo, Singapour, Vancouver, Zurich, Wellington. Ce sont plutôt des villes de pays développés. Oui, bien sûr. Tu penses aux les villes de l'Inde, de la Chine ou de Nigeria qui ont ces labels. Quand je vois des photos de leurs quartiers populaires, je pense qu'on ne vit pas dans le même monde. Pourtant, on partage la même planète. Ces classements prennent en compte différents critères comme le taux d'émission de dioxyde de carbone et de méthane, la production annuelle de déchets par habitant, le taux de recyclage des déchets, la surface d'espace vert par habitant, la production de l'énergie électrique locale et son caractère renouvelable, la qualité de l'air vis-à-vis des particules fines, l'intégration d'une architecture verte avec des toitures végétalisées et l'intégration de panneaux solaires dans la conception des bâtiments, l'utilisation des transports verts et l'éducation à l'environnement. Mais selon vous, quels sont les pays qui seront les plus concernés par cette explosion de la population urbaine? Pas les pays riches en tout cas. Selon l'ONU, 90% de l'augmentation de la population urbaine mondiale se passera en Asie et en Afrique. Dans certains pays, l'augmentation de la population urbaine sera considérable. L'Inde, la Chine et le Nigeria. Un tiers de l'augmentation urbaine mondiale sera concentrée dans ces 3 seuls pays. J'ai donné de bons exemples tout à l'heure, je suis trop forte. Les villes les plus peuplées seront surtout les villes des pays en développement, telles que New Delhi, Shanghai, Dhaka ou le Caire. On peut donc naturellement se poser les questions suivantes. Est-ce que les mesures prises par les pays développés pour des villes écologiques et durables sont suffisantes pour avoir un réel impact sur leur propre territoire? Les émissions de CO2 seront-elles suffisamment réduites par les pays développés pour maîtriser leur réchauffement climatique étant donné que de l'autre côté de la balance, des mégapoles se forment dans les pays en développement? Toutes ces prévisions ne présagent pas un bel avenir, mais je pense qu'il faut voir aussi l'évolution des émissions de CO2 par pays et voir si on a changé nos habitudes après la COP 21. Tout à fait, si on ne regarde que les quantités des émissions de CO2 par pays et par habitant, nous constatons que les pays industrialisés aisés sont les plus pollueurs. En tête de liste se situent les pays de la péninsule arabique comme le Qatar, Koweït et les Émirats arabes unis. En effet, l'exploitation pétrolière du Golfe participe à ce taux élevé d'émissions de CO2 par habitant. Sont pourtant de petits pays. Mais si on considère les émissions carbone par pays et non plus par habitant, dans ce cas, la Chine, l'Inde, les États-Unis seront sur le podium. De plus, il faut savoir que ces données ne prennent en compte que la production interne de CO2 du pays et non pas les émissions de CO2 des produits importés. Par exemple, la Chine est un grand exportateur et une grande partie de leurs produits est destinée à être vendue et utilisée dans les autres pays du monde.
En effet, ces cartes ne reflètent pas vraiment la réalité. Ici, je vois qu'un Français a produit en 2018 entre 4 et 6 tonnes de CO2. Mais ça ne prend pas en compte les produits importés. Avec tous les produits made in China, notre impact carbone doit exploser. Exactement. L'empreinte carbone des Français s'élève à un peu plus de 11 tonnes en 2018. Bon, c'est une valeur qui fait référence à l'année 2018. Mais c'est une valeur qui reste assez stable ces 5 dernières années. Sauf là, en 2020. À cause du Covid, on verra quelques petites différences sur ces chiffres. Les 11 tonnes par an par Français est composé de 45% d'émissions intérieures hors exportation et de 55% d'émissions d'origine extérieure liées aux biens et aux services importés. Si on regarde l'évolution pendant ces 5 dernières années, rien n'a changé, hormis une légère augmentation de l'empreinte carbone. Si on compare la carte des émissions carbone entre 1960 et 2018, on remarque une nette augmentation des émissions de dioxyde de carbone dans les pays qui étaient en voie de développement et qui aujourd'hui sont des pays industrialisés, comme par exemple la Chine, mais pas que. La comparaison de ces deux cartes nous permet de constater l'évolution de plusieurs pays qui se sont industrialisés ces dernières années. Donc, d'un côté, les pays riches essayent de diminuer leur débit d'émissions de CO2 et de l'autre côté, les pays qui sont en train de s'industrialiser augmentent considérablement leur débit d'émissions de CO2. Donc, ça veut dire que les pays en voie de développement reproduisent les mêmes erreurs que les pays occidentaux ont fait depuis le début du XXe siècle et les pays riches ne baissent pas vraiment leur bilan carbone. Bref, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Oui, tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Ah, tu es dur, n'oublie pas que je suis toi, moi. Enfin, toi en version plus décontractée, plus drôle, meilleur toi quoi. Donc, un peu de respect. Je pense que c'est difficile de changer les habitudes. Pour voir des changements, il faut vraiment se bouger et mener de vraies actions. Dans ma tête, un vrai écolo, c'est celui qui quitte la ville pour le village. Il a une super maison écolo avec un grand potager qu'il utilise pour sa propre consommation. Il prend le vélo et le train pour les vacances et les week-ends. Il faut aussi une voiture électrique. Franchement, c'est le mode de vie qui plaît à de nombreux citadins, même si tous ne sont pas prêts à quitter leurs amis et leur famille ni à changer de vie. Je pense que le principal souci, c'est de trouver un travail à proximité. Vivre en province pour bosser à Paris et prendre 2 fois par semaine le train, ce n'est pas non plus écologique. Le télétravail peut être aussi une bonne solution. Mais bon, c'est un peu comme le confinement. S'il n'y a pas une loi ou un règlement pour empêcher certaines mauvaises habitudes ou faciliter certaines démarches, comme le télétravail, rien ne change. C'est vrai, le système économique actuel des marchés libéraux avec une libre concurrence, une libre circulation et un commerce libre semble ne pas aller de pair avec l'écologie. L'écologie est onéreuse dans la majorité des cas. C'est la fameuse loi de l'offre et de la demande. C'est l'offre qui répond aux besoins et la moins chère qui prend le dessus. Prenons un exemple simple. Les produits bio coûtent plus cher et par conséquent, l'agriculture biologique ne représente que 5% des parts de marché de la consommation alimentaire en France. Pourtant, on connaît tous les bienfaits de l'agriculture biologique pour la planète, mais aussi pour notre santé. Une double raison. Et ce problème de coût est un frein pour toutes les innovations. L'éolien, le panneau solaire et le photovoltaïque ne datent pas d'hier. Ils ont eu du mal à se faire une place sur le marché car leur prix est élevé par rapport à leur rendement. Savez-vous que le prix des installations solaires a chuté de 90% en 10 ans? Les grandes centrales solaires aujourd'hui n'ont plus besoin de subventions pour être rentables, ce qui n'était pas le cas avant. Autre question, qui est prêt à payer plus cher pour une électricité plus verte? Pas grand monde malheureusement et c'est normal. Il existe des subventions de l'État pour l'innovation, pour des solutions durables et écologiques. Mais est-ce que l'État peut tout subventionner? C'est évidemment plus simple pour les pays riches que pour les pays pauvres, mais malgré ça, la question reste complexe. En effet, pour que l'État alloue davantage de subventions, les impôts et les taxes augmenteront dans le même temps, ce qui ne peut pas être accepté par tous. Le sondage de septembre 2019 de Ipsos et Sopra Steria a montré que la préoccupation principale des Français était la protection de l'environnement, pour 52% des Français. Le même sondage en 2020 montre des résultats totalement différents et la situation du Covid est désormais en tête des préoccupations, ce qui est normal. Mais quand il s'agit d'augmenter les taxes, pour la fiscalité écologique, la majorité des Français est contre. C'est un paradoxe récurrent. Moi aussi, j'attends que les ingénieurs, les scientifiques, les économistes et les politiciens trouvent rapidement des solutions aux problématiques environnementales actuelles.
Mais je ne veux pas payer davantage pour ça. Au contraire, comme tout le monde, je souhaiterais gagner mieux ma vie au fil des années. Et après, je suis juste une personne normale, métro, boulot, dodo. Je n'ai pas le temps de trouver des solutions à tous ces problèmes. Faisons un petit calcul de notre bilan carbone. J'ai choisi comme simulateur Nord-Est Climat du service Ecolab de l'ADEME, Agence de la transition écologique. J'ai choisi ce simulateur car la base de données, le mode de calcul de bilan carbone sont ouverts au public. Les données de l'ADEME sont plutôt fiables. Il s'agit d'un organisme public adapté au territoire français. Après avoir enseigné pas mal d'éléments comme mes repas, le type de transport utilisé et la durée des trajets par semaine, des données sur mon appartement, la consommation d'énergie électrique et mes achats d'équipements électroniques et de vêtements, je suis tombée sur la valeur de 5,1 tonnes par an. La classe quand même! C'est déjà moins que la moyenne française, mais le but est de passer en dessous des 2 tonnes par an. Alors, mon avis sur ce simulateur. Je pense que le calcul en soi n'est pas très précis car les données que j'ai renseignées étaient vraiment simplifiées. Mais c'est grâce à cette facilité d'utilisation que j'ai pu rapidement finaliser ma simulation. En plus, c'est assez ludique. Il te montre en temps réel la diminution ou l'augmentation de ton bilan carbone après chaque choix. Donc, automatiquement, on peut savoir ce qu'on peut améliorer. Finalement, ce simulateur est adapté à tout type de public et le vrai point fort, c'est que toutes les données sont accessibles. Alors, est-ce que tu es content de nous? Oui et non. Je pense qu'une partie des émissions de gaz à effet de serre du service public, des transports et du logement peuvent être améliorées dans les années à venir, avec de nouvelles mesures et de nouvelles technologies. Mais on doit quand même changer nos habitudes. Après, d'une année à l'autre, il y a des fluctuations. Il suffit que l'année prochaine on fasse un grand voyage et qu'on ait un travail qui nous oblige à nous déplacer souvent en voiture. Là, je pense qu'on va doubler notre impact carbone. Venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je suis à côté d'un bac de compostage et j'ai avec moi un sac avec plein de déchets alimentaires. Donc, je vais profiter de mettre mes déchets alimentaires de la semaine dernière ici dans ce bac de compostage. Mes déchets alimentaires respectent les consignes écrites sur le bac de compostage. Et voilà! Non, je rigole. On va pas mettre nos déchets alimentaires avec les sacs plastiques quand même. Il faut faire les choses bien jusqu'à la fin. Donc, je vais ouvrir le sac et je vais mettre les déchets. Je vais en profiter et y mettre aussi le bouquet de fleurs secs. Je vais lui rendre honneur jusqu'à la fin. Voilà. Grâce à ce petit éco-geste, ils vont se transformer en super engrais naturels et en plus c'est bon pour l'environnement. Savez-vous qu'on peut faire pousser nos légumes en ville? C'est ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Et on peut y participer grâce aux jardins partagés, mais pas que. Ça peut aussi prendre forme à l'intérieur du bâtiment ou sur les toitures des immeubles. Peut-être votre entreprise ou votre école participe déjà à ces démarches. Il y a même des associations qui nous appellent à jardiner. Il existe plein d'autres actions éco-responsables. Tout dépend de votre envie et de votre engagement. J'en ai sélectionné quelques-unes pour vous. Achetez des aliments avec peu d'emballage et privilégiez l'achat en vrac. Il y a même des personnes très engagées qui participent au défi zéro déchet. Cet objectif n'est pas simple à atteindre. À vous de voir ce que vous pouvez faire à votre échelle. Chaque geste compte pour l'environnement, donc restez motivés. Consommez des produits locaux et de saison afin d'éviter de faire venir des fruits et légumes de l'autre bout de la planète. Le calendrier des fruits et légumes de saison vous aidera. Ou sinon, faites-vous livrer votre panier paysan grâce aux AMAP. Prenez les transports publics ou le vélo lorsque c'est possible à la place des véhicules motorisés. Le covoiturage est aussi une bonne alternative pour l'environnement. Gaspillez moins d'électricité, de gaz, d'eau, de nourriture et optez pour des actions anti-gaspillage, dès l'achat de votre nourriture, de vos équipements ou de vos vêtements. Trier, recycler, réparer et réutiliser. Et pour les pays en développement, ça se passe comment? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Et vous les autres, vous en pensez quoi?
Partagez en commentaire vos expériences écolo ou vos avis sur le sujet. Et si ce nouveau format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant et en partageant la vidéo dans vos réseaux sociaux ou simplement avec un petit pouce bleu. Miłparsim!